C'est dans la continuité en fait qu'au CCHSCT, on se trouve à essayer de voir comment est-ce qu'on peut justement mieux prévenir les risques pour éviter que les films s'abîment avant même qu'ils soient sortis parfois, après leur sortie aussi. Mais nous, voilà, une fois que les films sont sortis, on n'intervient plus, on n'est plus au stade de la production. Voilà à peu près pour ma présentation. Merci beaucoup. À côté, Corinne Oliasso, donc, qui est directrice de programmation au Balzac, mais qui a fait également partie du groupe Respect. Corinne, merci d'être là. Tu peux peut-être nous rappeler en quelques mots le travail et la boîte à outils que le groupe Respect a mis au point et d'où est parti d'ailleurs ce groupe Respect. Parce que je pense qu'il y a beaucoup de gens qui le savent ici, mais peut-être que certains ne le savent pas. Donc c'est bien de faire un petit rappel, Corinne. Oui, absolument. Donc bonjour à toutes et à tous. Je suis très contente d'être ici. Donc le groupe Respect, c'est un groupe qui est né en novembre 2023, si je dis pas de bêtises. C'est un groupe indépendant, complètement indépendant, de professionnels du cinéma et qui intervenait sur toute la chaîne de fabrication d'un film, donc vraiment de la création à la diffusion. Donc on était complètement indépendants, on ne représentait pas de syndicats ni de collectifs, on intervenait à titre vraiment individuel et on s'est réunis pendant 6 mois de façon hebdomadaire. L'idée c'était vraiment à la base le groupe est né sur un accident. Sur un accident, surtout sur un constat de Ali Girard, productrice, et Caroline Bonmarchand, qui ont toutes les deux fait face à des cas de violence sur leur tournage et qui ont constaté qu'elles étaient seules, complètement livrées à elles-mêmes et qu'il n'y avait pas du tout de protocole strict ni de mise en place de contexte pour faire face à ces violences. Donc c'est un constat de grande solitude et c'est comme ça que le groupe Respect est né en se disant qu'il fallait qu'on se regroupe de façon absolument transversale, nous professionnels du cinéma, pour premièrement partager nos expériences et réfléchir ensemble à tout un tas d'outils, tout un protocole. Donc on a réfléchi pendant 6 mois, on a créé ce rapport, le rapport Respect, donc c'est quelque chose d'assez volumique et vertigineux où à toutes les étapes donc on est parti sur différents corps, différentes secteurs, enfin dans le même secteur mais différentes étapes, donc des agents aux producteurs, aux diffuseurs. On s'est vraiment rassemblés pour essayer de produire un protocole de défense et de prévention sur les cas de violences sexuelles et sexistes. Voilà, qui respecte à la fois là où les victimes et qui en même temps puisse peut-être malgré tout réussir à faire émerger cette œuvre qui est donc abîmée. Alors on pense tout de suite à Je le jure, oui, qui a été le film emblématique avec le problème avec Samuel Tess. Ouais. Et c'est vraiment parti de là, mais on pourra peut-être y revenir. C'est ça, bon, je passerai. Alors, à côté, Manuel Alduy, et après Florence. Manuel Alduy, responsable cinéma et séries internationales à France Télévisions, et qui... Si, va se présenter. Et France Télévisions, est-ce que tu peux nous expliquer, Manuel, comment France Télévisions s'est embarqué finalement dans l'ère post-MeToo ? Alors déjà parce que nous, on coproduit tous les films qui ont des problèmes. C'est presque statistique. Donc ça a commencé très brièvement. Donc je suis en charge du cinéma à France Télévisions, mais donc nous sommes quand même une équipe. On achète, préachète 500 films par an, donc en préachat sur scénario, c'est une 60aine. Vous en avez 21 qui sont dans les différentes sélections du Festival de Cannes, par exemple. Et donc la question de MeToo, ça a été, le point de départ a été l'affaire Depardieu, début 2023, quand il y a eu une douzaine de femmes qui ont exposé le comportement de cet acteur. Et nous, on avait, quelques semaines après le Festival de Cannes, exactement comme aujourd'hui, avec 2 films qui étaient prévus en programmation sur France Télé, avec Gérard Depardieu en rôle principal. Et donc là assez naturellement, collectivement, on s'est dit on ne peut pas diffuser les films comme ça dans le moment le plus important pour nous de programmation au cinéma. Le Festival de Cannes, c'est le moment où France Télé met le plus d'efforts pour célébrer le cinéma, y compris sur nos antennes. Donc on déprogramme et ça a enclenché toutes sortes de polémiques et de réflexions, polémiques externes et de réflexions internes sur mais est-ce que vous censurez les films, est-ce que ça veut dire qu'il n'y aura plus jamais Gérard Depardieu au cinéma, etc. L'année, je vais vous le faire très rapidement, l'année a continué avec toutes sortes de révélations. Parce que cette affaire, je pense il y avait eu Adèle Haenel 2 ans avant, mais
elle était restée assez seule dans son cas. Et ensuite, on a eu donc toutes sortes de révélations, toujours basées sur des enquêtes de journalistes. Un complément d'enquête sur Gérard Depardieu, j'espère que vous l'avez vu, qui était en décembre de la même année. Une grosse campagne d'un groupe audiovisuel concurrent contre notre démarche. Ensuite, on s'est dit, il faudrait quand même qu'on apprenne à réagir en tant que diffuseur. On est tous confrontés à des programmes. Bon, ici, on parle de cinéma, mais il y a des émissions de télé. Nous, on n'a pas fait que coproduire tous les films qui ont eu un problème, mais on a eu Gérard Miller qui était co-animateur d'émissions de France Télévisions il y a 20 ans. Slimane à l'Eurovision. Voilà, alors je ne vais pas forcément nommer toutes les personnes que vous connaissez, mais ça a été un sujet assez large. Et donc, effectivement, on a fait un appel d'offres pour savoir s'il y avait un organisme qui aurait pu former, c'est-à-dire surtout faire réfléchir, on y reviendra peut-être, les conseillers de programme, c'est-à-dire qui sont les gens qui évaluent en premier pour France Télé les films avant de savoir si on a envie de les faire. Voilà. Merci beaucoup pour cette phase introductive. Comme ça, on sait qui sont les forces en présence. Et maintenant, je vais passer le micro à Florence Tissot, qui est commissaire d'exposition, mais qui est bien Florence, qui est surtout au collectif 50-50, qui est notre partenaire sur cette table ronde. Et j'en profite aussi pour remercier Unifrance, qui nous accueille ici. C'est très symbolique pour nous d'être ici avec Unifrance, parce que Unifrance, c'est Daniela Elsner, qui a porté plainte contre Bruel. Et voilà, ça nous touche. Nous, MeToo Média, ça nous touche particulièrement et je suis sûre qu'ici, ça vous touche aussi parce que cette affaire-là, c'est une déflagration, c'est une nouvelle affaire PPDA. Vous avez vu Flavie Flamand aussi qui fait sa part depuis hier. Et voilà, on est particulièrement fiers d'être à Unifrance aussi pour ça. Je te laisse faire le mot d'introduction. Oui, alors moi, je voulais dire quelques mots sur le collectif 50-50. C'est une association de professionnels du cinéma et de l'audiovisuel qui œuvre pour plus d'égalité et d'inclusion dans nos secteurs. C'est une association d'intérêt général qui est constituée d'une équipe de 4 salariés, d'un conseil d'administration qui est lui-même constitué de 14 membres bénévoles qui reflètent plus ou moins les différents pans de l'industrie. Et puis, chaque année, d'environ 1000 adhérents, adhérentes qui soutiennent nos actions. Donc, Cannes, pour nous, ce n'est pas tout à fait anodin parce que l'association est née symboliquement au Festival de Cannes lors d'une montée symbolique de 82 femmes qui correspondaient donc aux 82 femmes à l'époque qui avaient été sélectionnées en compétition officielle depuis le début de la création du festival contre environ pas loin de 1700 hommes. Donc, dès le début, c'est une association qui s'est questionnée sur à la fois les rapports de pouvoir dans nos secteurs, les inégalités dans nos milieux professionnels, mais aussi sur l'impact du cinéma sur nos imaginaires, donc à la fois devant et derrière la caméra. Donc, on agit sur plusieurs axes, notamment déjà en faisant des constats, beaucoup d'études chiffrées qu'on publie et qu'on met à jour annuellement et qui permettent d'objectiver les impressions et la réalité. Et puis, à partir de ces constats, on on tente de co-élaborer, notamment avec les pouvoirs publics, des mesures qui peuvent changer concrètement, structurellement l'industrie. Et puis, on fait aussi tout un travail d'accompagnement, de sensibilisation de la profession au sens large, donc les écoles, les syndicats, les institutions, les festivals, etc. Avec des outils concrets que peuvent être des programmes de mentorat ou des annuaires inclusifs qui permettent de mettre en relation des professionnels sous-représentés avec des professionnels implantés ou qui aimeraient avoir des actions un peu plus inclusives et paritaires dans leur démarche. Donc nos sujets, c'est vraiment la parité, l'inclusion et les violences. On s'y est mis aussi assez tôt, puisqu'on a fait assez vite le constat qu'il y avait une intercorrélation entre la parité, l'égalité et les violences qui génèrent évidemment beaucoup de carrières douloureuses, mais aussi plus courtes et moins prestigieuses. Et puis, dès 2019, on avait fait ces états généraux sur la prévention et la lutte contre les VSS, qui s'est suivi de la rédaction d'un livre blanc l'année suivante et qui est aujourd'hui un outil important de référence aussi pour la profession et aussi les organismes de formation. Donc, dans ce contexte-là, la question des films abîmés, on y travaille depuis 2 ans et demi, je dirais, depuis début 2024. D'abord en concertation avec l'AFCAE,
donc l'association française des cinémas d'art et d'essai, qui a mis en lumière justement ces questions très urgentes pour un grand nombre d'exploitants et d'exploitantes qui s'étaient retrouvés face à des sorties de films qui étaient très entourées d'affaires médiatisées comme J'accuse de Roman Polanski ou Les Amandiers de Bruni Tedeschi. Et ce qui est ressorti de ces échanges avec ces exploitants et ces exploitantes, mais aussi avec d'autres acteurs et actrices disons en charge de la diffusion, parce qu'on a eu aussi des échanges avec des plateformes, avec des chaînes aussi. Je pense notamment à un échange à l'occasion de la diffusion des Valseuses d'Oubliées sur Paris Première, donc vraiment ce film qui est pour une sorte de libération sexuelle, mais pour les hommes uniquement et puis au détriment des femmes. Donc tous ces échanges ont mis en lumière qu'il y avait déjà un besoin de concertation de la profession, pour mettre en commun une réflexion et des outils aussi concrets. Et puis, ce qui ressort aussi, c'est une certaine conception, je dirais, à la fois des spectateurs et des spectatrices. C'est-à-dire qu'à la question de est-ce que les publics ne peuvent pas se débrouiller un peu tout seuls face à ces films abîmés, c'était plutôt l'idée qu'il y avait une volonté à la fois de penser à la responsabilité aussi de la programmation ou de l'éditorialisation, au sens large, quelle est notre responsabilité, puis aussi comment on peut être plus respectueuse aussi des spectatrices, des victimes, et comment on peut leur proposer aussi d'aiguiser leur regard ou d'avoir plus d'outils pour appréhender ces films. Et ce qui est intéressant aussi, c'est la diversité des réactions qu'on a pu constater ou des propositions, que ce soit en termes de support de communication, d'affichage, de médiation des films en salle ou de programmation enrichie d'œuvres critiques ou au moins visibles. Et c'est pour ça que c'est un sujet qui nous intéresse beaucoup au collectif 50-50, c'est-à-dire qu'on ne le prend pas du tout comme un fardeau de type oh là là, il va falloir faire encore un nouveau trigger warning, mais plutôt comme des vrais enjeux, des enjeux d'ouverture et de réflexion sur ces questions qui appellent des réponses très diverses selon qu'on est dans un lieu physique ou un lieu virtuel, qu'on soit sur la VOD ou du flux, et ou que ça soit des œuvres récentes, mais aussi des films de répertoire, parce que c'est des questions aussi qui se posent dans l'histoire du cinéma et qui posent plus globalement l'idée de comment on regarde les films, avec quelle histoire du cinéma, comment on catégorise le cinéma, est-ce qu'un film entaché peut être un chef-d'œuvre, et puis derrière, qui décide de la valeur artistique des films. Donc tout ça est assez passionnant. Nous, au collectif 50-50, on se définit comme un action tank, c'est-à-dire vraiment on est pour mettre en place des mesures concrètes, mais ce qui est intéressant, je trouve, avec ces sujets, c'est que ça implique aussi de déconstruire un certain nombre d'idées reçues ou de mésusages aussi de certains mots, sur le mythe de l'auteur, sur la cancel culture aussi, qui est quand même le lieu de tous les fantasmes. On a vu passer pas mal de tribunes très indignées sur ce qui serait un peu des ligues de vertu ou une sorte de censure du wokisme. Mais quand même, je trouve que face à ça, on a vu aussi un mea culpa aussi, notamment de la critique. Je pense à une certaine frange de la critique qui ont pu aussi considérer qu'il y a eu un emballement un peu inconditionnel de certains auteurs, je pense à Doyon ou Jacot, et avec ce constat que parfois le prestige de certains auteurs ou le prestige d'une réalisation formelle un peu exceptionnelle de certains films n'a pas permis justement de remettre en question les représentations que ces films eux-mêmes pouvaient véhiculer. Et puis il y a plein d'autres idées reçues aussi sur d'un lexique un peu plus juridique, notamment la présomption d'innocence qu'on retrouve aussi dans ces sujets quand ils sont appréhendés de manière très controversée. Et je pense que c'est important aussi, je pense que vous allez y revenir, mais de rappeler quand même que la présomption d'innocence n'est pas du tout incompatible avec le fait de soutenir une victime qui, même publiquement, qui dénonce des VHSS, puisque la présomption d'innocence, c'est juste finalement faire en sorte qu'une personne ne soit pas emprisonnée avant d'être jugée. Donc il n'y a pas lieu d'agiter la présomption d'innocence, même si c'est un pilier de notre état de droit, à la fois ni pour les employeurs, qui pourraient se dédouaner de leurs obligations légales, mais aussi ni pour interdire des débats ou un travail de mémoire ou un hashtag. Donc je pense que c'était important de
poser aussi ces termes-là et de voir qu'il n'y a pas lieu d'attendre forcément le travail de la justice pour pouvoir réfléchir et agir. Et en ça, je trouve que la décision, il y a un peu plus d'un an et demi, de l'Académie des Césars de ne plus mettre en lumière des personnes mises en cause, voilà, leur condamnation pouvant aller jusqu'à l'exclusion, est un exemple intéressant de comment l'industrie aussi commence à bouger sur ces sujets. Voilà. C'était parfait. Merci beaucoup. On peut l'applaudir. Merci Florence. Et Dieu cria la femme, le pianiste, Alphonse, CE2, Je le jure, Pirates des Caraïbes, Le dernier tango à Paris, Astérix et Obélix, Mission Cléopâtre, Les Amandiers, je pourrais en citer bien plus. Ce sont tous des films entachés, comme a dit Florence, impactés. Il se trouve que c'est le mot abîmé qui a été retenu au final. On est bien d'accord ici que les premières personnes à être abîmées, ce sont les victimes. C'est pour ça qu'on dit aussi film dit abîmé. Et puis pour plus de facilité, on dit film abîmé, car oui, effectivement, cette œuvre collective, elle est abîmée. Je voudrais faire un petit sondage salle, à main levée. Que vous soyez coordinatrice d'intimité, actrice, diffuseur, producteur, productrice, syndicaliste, peu importe, qui s'est déjà retrouvé de près ou de loin sur un programme abîmé, concerné par un programme abîmé ou un film abîmé, à main levée. Allez-y. Hop. Vous pouvez lever la main ici aussi. Hein. Je me disais, c'est bizarre. Retournez-vous, hein, c'est quasiment la salle. Ah, comme c'est intéressant ça. Reconnu abîmé. Alors ça va être intéressant. Merci de faire ça parce qu'en fait, la salle ne croyait pas du tout que ça va être descendant. On réfléchit collectivement. À tout moment, vous levez la main, vous prenez la parole, vous vous présentez, on vous donne le micro, vous nous dites ce que vous avez envie de nous dire, une question, une réflexion. N'attendez pas forcément que je vous donne la parole, mais je vous la donnerai de manière évidemment très régulière. On a un deal ? Ça roule. Alors effectivement, d'abord, qu'est-ce qu'on appelle une œuvre abîmée ? À partir de quand une œuvre, elle est abîmée ? Qui veut se lancer première ? Merci. Corinne. Une œuvre dit abîmée, je pense que c'est. Nous, on a créé une distinction assez cruciale dans le groupe Respect, c'est qu'il y a les œuvres sur lesquelles elles ont un acte de violence est arrivé sur un tournage, et on distingue si des décisions ont été prises donc après un signalement. Est-ce qu'on a mis en place la prévention, la sécurité et l'enquête? Donc c'est vraiment trois temps indispensables à la reconnaissance et au traitement d'une œuvre dite abîmée. Et il y a les œuvres sur lesquelles des violences ont eu lieu, mais où le silence a prévalu et la silenciation. Donc on fait cette distinction-là, et nous, c'est à partir de ce moment-là, comment par rapport au traitement qui a eu lieu, est-ce que les choses ont été dites, est-ce qu'elles ont été encadrées, est-ce que les victimes ont été écoutées, est-ce que la sécurité a prévalu? Et c'est à partir de là qu'on peut commencer à travailler sur ces œuvres-là. Mais pour moi, une œuvre dite abîmée, c'est une œuvre qui a été entachée par un acte de violence, évidemment. Du point de vue du diffuseur, Manuel Alduy, à quel moment France TV considère qu'une œuvre est abîmée ? En fait, la question est très compliquée. Oui, elle est vicieuse, le premier, il n'y a pas de doute. Je me serais pas permis, mais elle est pour un diffuseur de télé ou une plateforme. Je pense que la question se pose par rapport à la programmation, c'est-à-dire au moment où on programme, où en est l'œuvre. Je vous reprends mon exemple avec Gérard Depardieu. Il n'a jamais été question pour nous de ne plus jamais diffuser de films avec lui dedans. En revanche, la question est quand est-ce qu'on les diffuse, comment on les diffuse, est-ce que c'est l'acteur qu'on met en valeur, les diffuseurs font souvent des soirées thématiques autour de comédiennes, comédiens, etc. Donc c'est vraiment cette question de quel est le niveau de piédestal et de contexte de programmation. Parce que ensuite, quelles sont les œuvres ou les films, je dirais sur le cinéma, qui sont abîmés? En fait, on en a mais des tartines. On en a plein. Nous, on a diffusé Le Dernier Tango à Paris, on a diffusé Les Valseuses. Donc là, je vous parle de films qui sont quand même qui datent d'il y a 50 ans et qui posent des questions sur à la fois. Alors pour Le Dernier Tango, grâce à la Cinémathèque, on a pu parler des conditions de son tournage. Donc merci la Cinémathèque.
Donc nous, on diffusera Maria, par exemple, le film de Jessica Pallu, ce soir. Nous sommes dimanche, après Anatomie d'une chute, sur France 2. Donc voilà, ça c'est un film qui montrait des choses et en plus qui a eu des conditions de tournage révélées bien plus tard, on va dire problématiques. Les valseuses, c'est encore autre chose. C'est qu'est-ce que le film montre. Bon, donc le caractère abîmé, c'est plutôt il y a des films qui soit portent en eux un acte de violence qu'on découvre peu de temps après ou très longtemps après. Et puis il y a la deuxième catégorie, ce sont des films qui font débat dans ce qu'ils montrent. Nous, on a eu la chance d'avoir coproduit L'Abbé Pierre. Et on est les seuls à ne pas encore... On n'a pas pu le diffuser, parce que en fait, donc, le scandale a commencé en juillet 2024, et donc, grâce à la chronologie des médias, nos droits n'avaient pas ouvert. Alors que le film était déjà sorti. Il était à Cannes, il était sorti en salle, il était exploité sur Canal+. Les conditions de tournage, enfin, à ma connaissance de l'Abbé Pierre, ne posent de problème à personne. En revanche, c'est un film qui raconte visiblement n'importe quoi. Par rapport à la personne dont il fait le portrait. Voilà, donc ça, c'est un film abîmé. Mais il n'a pas été impacté par des faits de violence. C'est plus ce qu'il raconte. Et ça, des films comme ça, on en a dans notre catalogue, dans notre patrimoine de cinéma français ou international. Donc, pour un diffuseur, en fait, la question des films dits abîmés, elle est très, très vaste. Elle concerne les histoires. Le film CE2, là, c'est le film qui porte un sujet dans ce qu'il raconte, un sujet dans ses conditions de fabrication et même dans ses conditions de casting des enfants. Ce film donc n'est jamais sorti en salle, c'est aussi une coproduction France Télé, vous ne l'avez pas vu à la télé, et nous on l'a mis à la poubelle en fait. Oui, c'est ça, c'est qu'en fait il y a une nouvelle ligne comptable qui est arrivée chez les diffuseurs qui s'appelle la poubelle MeToo. C'est un peu ça quelque part. Il y a des films, il n'y a pas le choix. Mais c'est pas évident de prendre ces décisions-là. Tu veux rajouter, Clémentine, sur les films abîmés quelque chose? Parce qu'en fait, qu'est-ce qui abîme un film? Une VHMSS. Donc VHMSS, hein, violence, harcèlement moral, sexiste et sexuel. Je t'ai vu Nadia, j'arrive. Mais il y a aussi, quelqu'un a dit tout à l'heure, reconnu abîmé ou pas reconnu abîmé. Il y a des fois, il y a une silenciation, ça n'a pas été dit, et puis finalement, ça va sortir. Au moment de la sortie du film, peut-être que la victime va parler, ou alors le film, il n'y a rien arrivé. Mais il se trouve que, par exemple, on va dire, l'acteur qui est dans le film, ben en fait, sur un autre film, il s'est passé quelque chose avec lui, et résultat, ça a un impact sur ce film qui s'est parfaitement bien passé, et il y a toute la médiatisation autour de ça qui peut abîmer un film. Il y a 1000 manières d'abîmer un film. Tu voulais réagir, Corinne? Oui. Je voulais réagir sur cette notion de poubelle, parce que dans le groupe Respect, on auditionnait certains acteurs du secteur. On a auditionné Manuel, et c'est vrai que tu nous disais que effectivement, on se demandait à quel moment un projet était jeté à la poubelle. Dès qu'il y avait un cas, plus ou moins, vous l'écartiez. Et nous, je suis au bout de la chaîne en tant que directrice et programmatrice d'un cinéma. Mais c'est effectivement cette question de mettre les films à la poubelle. C'est une question qu'on a beaucoup. C'est un écueil qu'on essaie d'éviter. C'est-à-dire qu'avec l'idée, c'est de se dire que si un film est abîmé impacté sur un tournage par des actes de violence, la question c'est est-ce que l'information a été donnée, est-ce que la transparence a prévalu. Et sur le film de Jacques Doyon, le distributeur n'a pas vraiment mis en lumière les faits de violence. Il n'y a pas eu de pédagogie, il n'y a pas eu d'information, il n'y a pas eu de transparence. Et à partir de là, c'est beaucoup plus compliqué de travailler ces films-là. Alors que sur le film Je le jure, et le distributeur, donc Ad Vitam, et la production ont écrit une note qui résumait tout ce qui s'était passé, ont diffusé cette note auprès des exploitants, parce que ce qui nous empêche de sortir les films, c'est quand on n'a pas l'information. Et quand on l'a, libre à nous de décider de diffuser ou non l'œuvre. Mais ce qui me dérange avec la notion de mettre les films et les œuvres à la poubelle, c'est que ce qu'il faut justement mettre en lumière, c'est le travail collectif d'un film. Et c'est justement parce qu'en faisant porter toute la responsabilité de la sortie du film et de la survie du film et de l'économie du film à la victime, que le danger, il est là, en fait. C'est le danger de se dire que si je parle, le film ne sort pas. Et c'est en ce sens qu'on a travaillé, nous, à comment déplacer cette responsabilité, la déplacer pas sur les producteurs, pas sur les victimes, mais justement sur la personne, le présumé coupable ou la présumée coupable. Sachant que s'il n'y a pas au moins une sortie technique, il n'y a pas les droits d'auteur pour ceux qui ont écrit le film. Alors Jacques Doyon, c'était lui qui avait écrit le film,
Donc ça n'a pas été forcément un problème, mais c'est vrai qu'il y a ça aussi. Tu voulais rajouter quelque chose, Clémentine, ou je passe à Nadia? Alors, Nadia Materne, je voulais prendre la parole, je te laisse te présenter, Nadia. Oui, bonjour, Nadia Materne, déléguée aux affaires sociales de l'UPC, l'Union des producteurs de cinéma, donc aussi président du CCHSCT Cinéma. Donc là, je suis... Pousser la voix, Nadia, je peux pousser la voix, je peux le faire. Donc là, en fait, tu as pratiquement dit ce que je voulais ajouter, c'est-à-dire que la notion de film abîmé, elle est plurielle, en fait. C'est dès lors qu'on a un film qui se trouve impacté dans sa vie actuelle ou future par un fait de violence, qui peut être intrasecte ou extrasecte. C'est-à-dire qu'en fait, ça peut même aller encore plus loin que ce que vous avez cité, c'est-à-dire que un talent, pour dire les choses simplement, qui a un fait de violence complètement extérieur au film, qui va être ramené en fait dans le film pour une question de mise sur la vie publique d'un phénomène qui peut relever de la vie privée. Et en fait, quand on prend en compte le spectre extrêmement large de ce qui impacte un film, du coup, ça appelle aussi une réponse extrêmement large, en fait, en fonction de comment, effectivement, le film a été impacté, comment cet impact a été traité, finalement l'impact qu'il y a eu, quelle est la trace qui est restée sur les gens qui ont participé à cette œuvre collective. Et c'est en ça que les producteurs ont réfléchi, et on a beaucoup de mal, effectivement, du point de vue producteur, à trouver des solutions qui soient univoques, en fait, puisqu'il y a tellement de situations différentes que ça appelle une multiplicité de réponses. C'est pour ça qu'on est intéressé par vos débats. Alors, après, Florence Tissot a commencé à lancer le débat. Souvent, il y a un écueil. Il y a un écueil juridique et des mots que les gens connaissent très très mal. Très souvent, quand il se passe quelque chose, on va nous ramener la présomption d'innocence. C'est vrai qu'on nous la ramène tout le temps. Et il y a vraiment un manque d'éducation sur ce que c'est ou ce que n'est pas la présomption d'innocence. La faute aux avocats des mises en cause qui font exprès de brouiller les pistes. La faute aussi parce qu'on n'a pas eu des cours de droit au lycée. Ça aurait peut-être pu nous servir. Et souvent, on a l'impression, quand on est face à une œuvre abîmée, on se dit, mais est-ce qu'elle dit vrai, la victime? Est-ce que ça s'est vraiment passé? Et en fait, c'est pas le problème. Ça n'est pas le problème. La présomption d'innocence, on va le rappeler, mais je pense que ici, si vous êtes ici, c'est que vous êtes quand même bien informés, c'est une notion de droit pénal. Voilà, c'est une notion de droit pénal qui est cardinale du droit français. Personne ne la remet en cause, même pas les féministes, c'est pour dire. Et cette notion de droit pénal, elle appartient qu'à ce droit-là. Elle n'existe pas dans les autres droits français. Et même si on prend une affaire, l'affaire chaude en ce moment, l'affaire Bruel, même si Bruel reconnaissait tout ce qui s'est passé, il bénéficierait quand même de la présomption d'innocence. Et sauf que les gens se trompent de droit, parce qu'il y a d'autres droits qui interviennent. C'est quand même une question très juridique, finalement, la question des œuvres abîmées, parce que c'est beaucoup de droit du travail. En réalité, voilà. Et dans le droit du travail, la présomption d'innocence, elle n'existe pas en tant que telle. Il y a un principe bien supérieur. Pendant que le droit pénal, si éventuellement il y a du pénal, parce qu'il faut que la victime ait porté plainte, pendant que le droit pénal travaille, il va prendre 10 ans, eh bien le droit du travail, lui, nous permet d'intervenir tout de suite avec un principe de sécurité. Je pense que c'est là-dessus que tu veux intervenir, Clémentine. Oui, dans le droit du travail, l'une des premières obligations des employeurs et employeuses, c'est de garantir la sécurité morale et physique de l'ensemble des salariés. Et donc, quand une victime signale quelque chose de problématique, ou l'employeur ou l'employeuse a l'obligation d'agir. C'est cette obligation de garantir la sécurité, c'est avec résultat, c'est pas une obligation de moyens. Et donc, il y a vraiment cette obligation, elle est très lourde, elle est vraiment lourde, ce qui pèse sur les producteurs est terriblement lourd, mais néanmoins, elle est inhérente au droit du travail, et peu importe les questions de présomption d'innocence, on a le devoir d'agir et de s'assurer de la sécurité de l'ensemble des salariés. Donc là, l'ensemble des salariés, ça veut aussi dire les personnes mises en cause. Il faut l'avoir en tête, mais s'assurer de la sécurité d'une victime ne veut pas dire maltraiter une personne mise en cause pour autant. Tout le monde a le droit au respect, ça voilà. Mais en tout cas, la priorité toujours, c'est protéger la victime. Et protéger ne veut surtout pas dire isoler. On ne met pas une victime en télétravail. On isole plutôt la personne qui est à l'origine qui est mise en cause dans les signalements. Enfin, voilà. Et donc, pour aussi éviter que les œuvres s'abîment quand elles le sont en cours de route,
il y a aussi justement toute cette part de responsabilité à prendre de la part évidemment des producteurs et productrices de films, mais c'est vrai que, enfin en tout cas en travaillant sur ces questions, d'une part au collectif 50-50 et maintenant en étant au CCHSCT, on peut pas se dire en fait que la responsabilité ne pèse que sur une personne. Et vraiment il faut se dire qu'à chaque fois c'est une responsabilité collective. Et au CCHSCT on met à jour le kit de prévention des violences sexistes et sexuelles en l'étendant aux violences morales, sexistes et sexuelles, en intégrant aussi tous les progrès qu'il y a eu ces dernières années, enfin toutes les avancées qu'il y a eu ces dernières années. Et dans ce kit, il y a aussi une part importante qui est accordée aux témoins, en fait, pour que leur place soit aussi considérée et que ça permette justement de désamorcer un certain nombre de situations avant qu'elles dégénèrent. En fait, dans la formation qu'on a donnée MeToo Média l'été dernier à France Télévisions, il y a un des grands marqueurs de cette formation, ça a été de dire arrêtez de rechercher la vérité, ça n'est pas votre job. Votre job à vous, c'est de gérer le risque. Et c'est un switch dans la tête quand même, parce qu'on a tous envie de savoir, mais est-ce qu'elle dit vrai, la victime, et puis est-ce que c'est vraiment arrivé, parce que c'est quand même mon super pote, l'acteur, machin. Mais en fait, c'est pas ça votre boulot. Que vous soyez diffuseur, que vous soyez par exemple producteur, c'est pas votre boulot. Chercher la vérité, ça c'est le boulot de la justice. Vous devez gérer le risque, protéger la victime, mettre en sécurité la victime, sécuriser le tournage, évidemment. Et c'est vraiment quelque chose que voilà, il a fallu faire. On a formé les conseillers au programme, France Télévisions. Il a fallu faire entendre. C'est pas évident de faire ce switch dans la tête quand on a en plus pas de notion juridique plus que ça. Et ça a été finalement très juridique cette formation. C'est quels sont vos droits et devoirs, notamment à vous diffuseurs, et en même temps en lien avec le producteur, quoi. On avait déjà séparé en fait les équipes en deux. Il y a à France Télé ceux qui travaillent sur du flux, Oui. donc ils sont confrontés à des questions presque comme le spectacle vivant, un plateau, un concert, un talk-show, et ceux qui, comme dans le cinéma, travaillent plutôt sur du stock, où là la question, on est un peu loin des problématiques de qu'est-ce qui s'est passé sur le tournage, mais plutôt de comment je vais faire avec ce film maintenant, ou avec ce documentaire, ou avec cette fiction télévisuelle. Et la question de la présomption d'innocence nous a... la formation que vous avez faite, elle a été très, 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 très éclairante parce que beaucoup de mes collègues restaient sur le thème. On va quand même attendre qu'il y ait un procès. C'est ça. On va attendre que la justice passe dans 10 ans. Continuons de diffuser sans problème. Bon... Ça pouvait tenir un temps. Aujourd'hui déjà, si je prends le sujet de façon totalement cynique, heureusement qu'il y a des activistes à l'extérieur qui nous hurlent dessus quand on a des programmations qui déraillent, qui sont pas cohérentes. Donc ça, c'est la pression extérieure. Mais faut en avoir conscience. Un diffuseur bouge pas s'il n'y a pas de pression. De pression extérieure. Donc on a besoin de cette pression extérieure, de ces mobilisations externes. Pression réputationnelle ou l'argent. Exactement. Ensuite, il y a on avait besoin, et ça c'était, j'en termine avec ça pour l'instant, on avait besoin, nous, d'avoir une grammaire commune. De quoi on parle ? C'est quoi une agression ? Où est-ce que ça commence ? Où est-ce que ça se termine ? Il n'y a pas que des programmes, j'ai cité des exemples qui étaient un peu extrêmes. Nous, on ne veut pas mettre les programmes à la poubelle, on veut juste pouvoir les diffuser, peut-être en diffuser moins certains et un peu plus d'autres pour rééquilibrer les regards, mais ça, c'est encore autre chose. Donc la grammaire commune, pour que les gens sachent toutes et tous de quoi on parle, elle était très, très, très importante et la formation, elle a été assurée par des avocats. Oui, exactement. On avait un avocat en droit du travail notamment et en droit de la propriété intellectuelle. Et il y a autre chose, parce qu'on parle beaucoup de droits. C'est vrai qu'il y a des conventions collectives aussi sur lesquelles il faut s'appuyer, mais encore faut-il les lire et les connaître. Il y a des chartes qui sont signées, il y a des boîtes à outils, 50-50, respect. Il y a des fois, il y a même des plateformes d'appel que personne ne connaît, où on peut appeler. Enfin, il y a quand même des outils qui sont mis en place, mais qui sont finalement pas suffisants. Et parce qu'en fait, si le droit n'est pas éclairé par l'éthique et par la morale, il sert à rien. Et c'est vrai qu'on a des responsabilités éthiques, toutes et tous, ici, et ça, c'est pas souvent qu'on en parle de l'éthique non plus. Enfin, c'est vrai, à un moment, on est responsable éthiquement
aussi. C'est une obligation légale. Alors, prends-moi le micro, s'il te plaît, Clémentine. Non, c'est une obligation légale aussi dans le cadre du travail de bien se comporter. Ouais. En fait, enfin, c'est pas le résultat d'un engagement personnel nécessairement. Tant mieux si ça ne nous coûte pas d'effort de bien se comporter. Mais en fait, c'est une obligation de bien se comporter les uns à l'égard des autres, les unes à l'égard des autres aussi. Et effectivement, c'est en ça que je disais oui, c'est une responsabilité collective parce que bien évidemment que les producteurs et productrices ont une responsabilité à l'égard de leurs salariés, mais en fait, tous les salariés ont aussi des responsabilités. Voilà. Et par ailleurs, il faut bien avoir en tête que, effectivement, il existe des outils pour éviter aussi de trop s'abîmer au travail. Et notamment la médecine du travail qui dit « n'attendez pas d'aller mal avant de venir nous voir, soyez attentifs aux signaux faibles ». Et quand ça va mal, en fait, parce que c'est aussi, enfin, nous au CCHSCT, ce qu'on voit, c'est qu'il y a très souvent un effet boule de neige dans la dégradation de situations problématiques. Et si on attend en fait que quelque chose explose, souvent c'est très difficile ensuite de résorber ce qui a été créé. Si on prend les choses à l'origine, donc c'est-à-dire au stade de la prévention, il y a des possibilités d'éviter, de prendre le risque en charge. Et donc, si par exemple, on va voir la médecine du travail avant d'aller trop mal, on a aussi une possibilité d'être accompagné et d'être soutenu et de justement éviter aussi d'exploser à un moment où peut-être on n'aurait pas explosé 2 ans plus tôt pour les mêmes raisons. Enfin voilà. Et dans la question des films abîmés, on a beaucoup parlé des violences sexistes et sexuelles, mais je pense qu'il faut quand même avoir en tête que incessamment sous peu exploseront la question des violences morales, elle explose déjà, mais que ça va vraiment entacher les films également, et qu'il faut vraiment l'avoir en tête. On a du mal encore à faire monter ce parce sujet qu'en fait, du harcèlement moral. Par exemple, dans une affaire qui ne vous concerne pas, mais qui est une affaire audiovisuelle, l'affaire Plaza, Stéphane Plaza, qui est une affaire de A jusqu'à Z MeToo Média. Elle est arrivée à MeToo Média en 2022. Le procès a eu lieu le 9 janvier de l'année dernière. Et la seule victime qui a perdu, c'est celle qui dénonçait du harcèlement moral. Alors le juge a été assez génial parce qu'il lui a dit « on vous croit absolument, c'est juste que là, on n'arrive pas à le prouver ». Et il se trouve que Plaza a fait appel et la Cour d'appel de Paris est très dure. Normalement, il devrait perdre cet appel et on espère faire gagner cette victime sur le harcèlement moral. Mais on a du mal à faire monter ce sujet. Et c'est pour ça que c'est vrai qu'on insiste pour dire non plus VSS seulement, mais VHM-SS. Oui, parce que ça prend 70% de notre temps au moins au CCHSCT, les questions de violence morale. Corinne, tu voulais... Et puis après, à vous, public. Ok, je vous ai vu. Non, alors, je vais aller voir la personne là-bas. Vous mettez debout pour qu'on vous voit, ce sera plus simple. Bonjour, je me présente Valérie Lépine. Alors, j'y viens. J'ai précédé Nadia Materne dans les fonctions de présidente du CCHSCT. Et je voulais revenir sur la programmation et le travail que vous avez fait auprès des programmateurs de chaînes. Il n'y a pas très longtemps, parce que j'ai un petit peu plus de temps libre maintenant, j'ai surfé sur les plateformes Arte et France Télévisions. Et j'ai vu une après-midi Frenzy, Hitchcock, et j'ai vu aussi Rififi sur la Schnouf, avec l'excellent Jean Gabin. Et j'ai été absolument frappée par la violence sexuelle de ces 2 films. Frenzy, il y a une scène de viol absolument explicite. C'est donc sur Arte. Il n'y a pas de message d'accompagnement, il n'y a pas de prévention. Et Rififi sur la Schnouf, alors là, c'est un petit peu plus bon enfant. C'est le bon Jean Gabin qui profite de sa position d'employeur pour raccompagner gentiment sa caissière chez elle, après avoir vérifié quand même qu'elle était majeure. Elle lui dit « Mais dis donc, ma poulette, t'as quel âge ?» Alors elle lui dit « 21 ans. »« Oh, d'accord, je te raccompagne. » Et alors, il y avait quand même un message dans le générique du film qui disait la chose suivante: « Attention, la drogue, c'est pas bon. » Mais c'était dans le générique à l'origine. Et je me suis demandé, mais pourquoi il n'y a pas un message « Attention, ce que vous allez voir est absolument inacceptable aujourd'hui ». C'est une très bonne question. Dans le droit de la diffusion, Manuel Albi va me le confirmer, mais dans le droit de la diffusion, on ne peut pas toucher à une œuvre, mais on peut mettre un carton avant pour contextualiser l'œuvre. C'est vrai c'est un mot qu'on n'a pas encore dit, même si on a tourné autour,
Voilà, contextualisation. Alors, il y a deux problématiques différentes en fait sur ce sujet. La première, il y a un danger si nous on rentre, je dis nous diffuseurs, surtout le service public, dans une pente qui pourrait s'apparenter à de la censure. On a beaucoup de pression, par exemple, sur des choix de films que l'on fait, qui sont critiqués, non pas parce que les films sont prétendument ratés, mais à cause de ce qu'ils racontent. Et donc, inversement, on n'a pas envie de se comporter comme ça, et donc de rester en capacité de diffuser n'importe quel film. Après, il peut y avoir des sujets de violence au sens signalétique, mais donc ça, c'est mon premier souci, c'est attention, la liberté de création, la liberté de diffusion, il faut qu'on la préserve. Il y a déjà suffisamment de personnes dans ce pays qui ne veulent plus voir certaines histoires. Vous avez le replay de la commission d'enquête parlementaire de Charles Aloncle, si vous voulez, sur le site de l'Assemblée nationale. Vous verrez les attaques qu'on a eues sur des choix de programmes, et notamment, pour ce qui me concerne, des films qu'il nous a reproché d'avoir financés. Bon, donc ça, c'est mon premier sujet. Ensuite, il y a comment on informe le public, comment on contextualise. On a fait un test l'année dernière pour le Festival de Cannes, on s'était dit, on va vous montrer les films que vous n'avez plus du tout envie de voir. Donc on a commencé avec La Grande Bouffe. On avait refait un générique de la case de programmation qui s'appelle le cinéma de minuit, qui nous permettait de glisser un message avec une voix off, comme le faisait avant Patrick Brion quand il travaillait à France Télé. Et on a réfléchi avec l'équipe éditoriale à un texte. J'avais une équipe 100% féminine pour le sujet, dont une très jeune femme, quelqu'un de plus âgé comme moi, etc. On s'est échangé nos idées de texte pour présenter le film au public en pré-générique du film lui-même qu'on n'avait pas le droit de toucher. Chacun, vraiment, il a mis tout ce qu'il avait envie de mettre, une orgie sexuelle, du viol, il se suicide par la bouffe, etc. Et à la fin, une gentille voix pour lire le texte. On voit ça, on fait le test sur un écran, on se dit, mais si quelqu'un voit ce message avant de voir le film, il va se demander pourquoi on a acheté le film, en fait. Mais c'est pas possible. Et je pense que c'est un problème que certains exploitants, j'étais à une table ronde du collectif 50-50, je crois que c'était il y a 1 an et demi, où il y avait l'AFCAE, et il y avait un exploitant qui disait, compliqué, si on commence à afficher trop, attention, warning, le film que vous allez voir est juste une horreur, bon, en tant que diffuseur, on se demande, donc il faut qu'on trouve des moyens d'informer le public autour, mais c'est très compliqué pour un diffuseur. Enfin, c'est très simple à faire, techniquement. Mais je trouve que ça a un petit côté contre-productif, parce qu'on est en train de mettre un immense red flag sur le film. Moi, je préfère que les films fassent débat, qu'il y ait des gens qui disent que ce film est choquant parce que... Et sur le sujet que tu soulevais, Valérie, on en a beaucoup, des films qui sont violents, non pas là où on s'attend qu'ils le soient, mais parce qu'on a un regard peut-être un peu plus éduqué aujourd'hui. Mais mettre des warnings avant... C'est trop facile, en fait. C'est trop facile. Pour moi, je trouve ça contre-productif. Et je vous dis, sur La Grande Bouffe, on n'a rien fait, du coup. On a laissé le film, on a juste mis un petit texte, attention. Corinne, tu voulais intervenir ? Oui, je voulais, sur cette question de la contextualisation, il y a aussi effectivement la temporalité et l'endroit auquel on place l'information. Parce que j'étais à la même table ronde il y a 1 an et demi avec l'AFCAE, et donc c'était par rapport à Je le jure. Et ça, donc, Ad Vitam avait créé un carton qu'on pouvait mettre juste avant le film, projeté sur l'écran, mais il y avait aussi une note qu'on pouvait afficher ailleurs, à l'extérieur. Et c'est vrai que pour nous, les exploitants, la question se posait. Certains spectateurs n'avaient pas du tout envie de commencer le film avec un warning sur l'écran. Ils trouvaient que c'était déjà trop tard parce qu'ils avaient déjà acheté leur billet. Donc ils se disaient, mais en fait, j'ai l'information après. Donc ça les mettait dans une situation de prise en otage tardive. Et donc en fait, moi par exemple, je préférais j'ai pas mis le carton, j'ai mis l'information en dehors, autour de la caisse, avant l'achat du billet. Mais effectivement, cette question, et puis l'idée, c'est pas non plus, c'est comme ça que moi je l'entends, d'édifier l'affaire en événement. Moi, je pense que l'idée, pour moi, c'est de donner l'information, de contextualiser, que les spectateurs puissent être informés de l'affaire, mais il ne s'agit pas de faire de l'affaire l'événement. Au contraire, pour moi,
mettre de côté, d'écarter et de ne pas mettre en lumière effectivement le ou la mise en cause, et ensuite de mettre en lumière le travail collectif du film et l'œuvre. En fait, il s'agit aussi d'un moment donné de retourner, de se recentrer sur l'œuvre en ayant pris le soin de prévenir, d'éduquer, de faire de la pédagogie sur ce qui s'est passé et d'informer. Mais il s'agit à un moment donné de penser au film en écartant les personnes qui posent problème et d'arrêter de sacrifier, de faire peser toute la responsabilité des œuvres aux victimes. En fait, c'est trouver un équilibre, ne pas séparer l'homme de l'artiste. Non. Et en même temps, trouver un équilibre pour valoriser une œuvre collective. Oui, mais c'est touchy, hein, c'est pas simple. C'est très compliqué. Et puis, est-ce que la victime qui a participé à ce film, il y en a peut-être qui vont être soulagées parce que finalement, elles n'ont pas arrêté un film et en même temps, elles ont peut-être pu obtenir justice, être entendues. Et puis d'autres, à chaque fois que le film va être diffusé, ça va être un enfer, en fait. Moi, je pense aux victimes des volets verts dans Depardieu. On y était au procès MeToo Média. L'appel aura lieu au mois de novembre. Ça vous intéresse de venir voir Depardieu dans un tribunal? C'est très, très intéressant. C'est pas son meilleur rôle. Mais enfin voilà, les victimes vont pas réagir pareil. Comment on respecte la victime? On est victimo-centré, hein, MeToo Média. Comment on respecte la victime jusqu'au bout? Comment on l'associe ou pas à ces décisions? C'est des choses auxquelles vous avez réfléchi? Ce que je peux dire, c'est qu'en tout cas au CCHSCT, j'observe une différence énorme dans la reconstruction des victimes en fonction de si elles ont été reconnues victimes par les productions ou par leur entourage ou pas. Et ça, c'est énorme en fait. C'est-à-dire que il y a une personne voilà, qui nous a sollicité, qui a émis un signalement, et dans le cas d'un premier, dans le cas du signalement, la production n'a pas du tout pris ce signalement au sérieux. A dit l'avoir pris au sérieux, mais n'a pas vraiment agi en conséquence. Ça a été extrêmement douloureux. Elle réfléchissait, cette personne, à refuser un film suivant parce que elle était dans un état de traumatisme très important. Voilà. Le film suivant, qui était de nouveau en collaboration avec la même personne, parce que c'était quelque chose qui était déjà prévu auparavant. La production, en fait, a été informée par le biais de la médecine du travail de choses qui s'étaient passées, d'un climat de travail délétère. Et la production a pris en charge le fait de sécuriser la victime dans le contexte de la production du film suivant. Et là, elle s'est retrouvée, en fait. Elle a réussi à retravailler, elle a réussi à... Et ça a tout changé. Mais après, personne n'est égal face au traumatisme et face aux réactions. Voilà, on va pas toujours réagir en fonction des moments de sa vie de la même manière. Tout est toujours influencé par un contexte, voilà. Mais dans ce qu'on disait sur le fait d'informer au préalable et de contextualiser, effectivement, d'avoir l'information a posteriori, je pense, est assez nocif. Parce que moi, je me souviens de ma sœur qui est pas du tout dans le cinéma, qui m'avait dit, oh là là, je suis allée voir J'accuse, et à la fin du film, je vois que c'était Roman Polanski qui avait fait le film, donc elle n'avait pas du tout suivi que c'était lui qui avait réalisé ce film. Elle était dans son petit monde, elle va au cinéma, elle va voir J'accuse, elle dit, ah, c'était sympa, et puis ensuite elle voit à la fin du film, donc pas au début du film, un film de Roman Polanski, et là elle fait, oh non, mais qu'est-ce que j'ai fait, quoi. Et là, en fait, effectivement, donner l'information avant, ça permet aussi de prendre des décisions en se disant, je sais que je prends cette décision et pourquoi je la prends. Je pense que le nom était sur l'affiche quand même. Hein, mais... ouais, non, mais on peut être dans la lune ou pas, mais en fait, là, le côté, quand t'as parlé de l'information qui est donnée une fois qu'on a déjà acheté le billet, ça m'a fait penser à cette anecdote où moi, j'avais dit, moi, ma réaction, c'était, mais d'où est-ce que tu sors pour ne pas savoir que c'était lui, réalisateur? Mais voilà, il y a vraiment ce truc-là. Et pour les films de patrimoine, l'année dernière, j'avais participé à une table ronde. Il avait été beaucoup question d'un film qui s'appelle Pépé le Moco. Donc ça a été tout un débat qui a animé. Enfin, c'était un débat entre exploitants. Et il y a eu en fait beaucoup d'avis qui se sont opposés très fortement les uns aux autres. Alors il y avait évidemment une dimension un peu générationnelle qu'on ressent souvent. Le problème du film, c'est un film. Je pense que ça ressemble presque à ce que Valérie a décrit, mais un film très 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 misogyne. Qui fait l'apologie des violences sexuelles d'une certaine manière de
si je me souviens bien. Et la question c'était, est-ce qu'on soutient en tant que donc l'AFCAE, est-ce qu'on va apporter le label patrimoine pour ce film? Enfin, voilà, c'est vraiment quelque chose de spécifique qui concerne le patrimoine. Et en fait, les films de patrimoine sont vraiment, pour beaucoup, oui, très abîmés par les évolutions sociétales. Et moi, je pense que je comprends je trouve que tout apporte matière à réflexion et je pense qu'on est encore en ce moment en évolution autour de voilà comment on réagit. D'ailleurs, c'est pas pour rien qu'on est là autour d'une table ronde à se questionner. Mais je comprends l'idée d'un carton qui pourrait être contre-productif. Toutefois, je pense que on peut aussi envisager peut-être de se dire peut-être qu'on pourra faire en pré-programmation, sans forcément indiquer que c'est lié au film ou pas, mais quelque chose qui mette en lumière les sujets qui sont abordés, voilà, comme... il y a Valérie qui lève la main, mais est-ce que tu veux réagir, Manuel, avant ? Manuel d'abord et Valérie après. Et après Fabienne, ça roule. Après, il y a un autre élément qu'on peut prendre en compte, c'est la question du piédestal ou de l'importance dans la programmation que l'on donne à telle œuvre ou à tel style d'œuvre versus telle autre. Si nous, on diffusait tout le temps Pépé le Moko, si c'était devenu une espèce de marronnier, etc., je pense que raisonnablement, on pourrait quand même être, j'espère, critiqué en disant « vous n'avez pas autre chose à programmer ». Voilà. Et donc c'est ça qu'on essaye de faire en programmation. On a 500, je vous le disais tout à l'heure, on diffuse 500 films par an. Il y a des moments où on essaye de mettre, par exemple, j'ai voulu faire un quota de matrimoine versus patrimoine. Bon, c'est impossible parce qu'il n'y a pas assez de films de réalisatrices dans l'histoire du cinéma français, donc on n'y arrive pas. Mais quand même, on se donne on fait des thématiques particulières, et donc c'est en mélangeant, en télescopant des films les uns contre les autres. On ne peut pas être accusé de censure. Hein. Vous voulez regarder Pépé le Moko, il va être quelque part à la demande sur la plateforme. Je ne sais même pas s'il est chez nous, hein. Mais c'est sûr qu'on l'a diffusé et sans doute qu'on le rediffusera. Mais il ne faut pas qu'on ait que ça. Et la question, et je termine avec ça, la question elle se pose par exemple quand on fait des hommages aux morts. On fait souvent des hommages quand un talent du cinéma décède. Et nous, on a vu là en 3 ans le chemin. Jean-Paul Belmondo, notre hommage a été très réussi. Alain Delon, on a vu dès le lendemain de notre hommage, donc un hommage, on a fait 2 soirées cinéma, 4 films. Dès le lendemain, il y avait toute l'histoire de qui était Alain Delon qui est ressorti dans la presse. Quelqu'un de machiste, quelqu'un de violent, quelqu'un de comme ci, quelqu'un de comme ça. Et là, l'hommage qu'on a fait à Brigitte Bardot, en fin d'année dernière, pour moi, était presque notre modèle. Je dis ça pour toutes les personnes qui sont âgées et qui se demandent comment elles resteront dans notre histoire. On a fait 5 soirées sur Brigitte Bardot, donc on ne pouvait pas nous dire qu'on avait censuré ses œuvres. Et mes collègues de l'Info ont rappelé qu'elle avait été condamnée 5 fois pour injure raciste. Et donc on avait la photo complète de la personne, entre l'information, les documentaires et les films auxquels elle a collaboré. Ça, vous pouvez ne pas appeler ça un hommage, mais au moins on a restitué correctement qui était cette actrice, qui était une très grande actrice, et puis après, qui pendant 50 ans a eu aussi d'autres prises de parole publiques. Donc, pour moi, c'est un peu le référent. Donc, c'est l'équilibre, en fait, de la programmation. C'est il ne faut pas qu'on diffuse que Pépé le Moko, je reviens sur l'exemple, il faut qu'on en mette d'autres. Alors, Valérie, tu voulais réintervenir. N'hésitez pas à prendre la parole. Hein. Valérie, dis-nous. Merci. Alors, je vais faire une minute vieille, j'adore faire ça. Vous vous souvenez du rectangle blanc ? Ah oui. Tout d'un coup, ça m'est revenu. Je me suis dit, waouh, quand il y avait un truc un peu chaud où les mineurs devaient pas trop regarder, rectangle blanc. Donc là, nos parents disaient, oups, allez, on va se coucher. Bon, je ne demande absolument pas de déprogrammation. Je ne suis pas dans une démarche woke, on va déboulonner toutes les statues. C'est pas ça. Mais là, on est dans une démarche qui me semble, pardon de le dire, un petit peu à court terme. C'est-à-dire que, et c'est logique, hein, c'est très logique, les victimes, les agressions, mais j'aimerais qu'on réfléchisse aux générations futures et que quand on leur donne un modèle,
Alors pour tout vous dire, moi j'étais tranquillement avec ma fille devant l'écran, puisque tu parles de ta sœur, moi j'ai parlé de ma fille. Et tout d'un coup, je tombe là-dessus, sur Pépé le Moco, sur Razia sur la chenouf, et je me fais, waouh, je l'ai vu quand j'étais ado, ça m'avait pas frappé, quoi. Et je me dis, oh. Et alors, Frenzy, j'étais mais tétanisée, parce qu'évidemment, j'adore Hitchcock, et je ne me souvenais plus de ça. Et pourquoi je m'en souviens pas? Parce que juste, j'ai fait un bon biais cognitif, parce que ça me semblait pas choquant à l'époque. Et puis parce que j'étais cinéphile et que j'aimais Hitchcock. Bon, voilà, on en est là. Donc, moi, j'étais en capacité d'accompagner ma fille dans cette analyse-là et lui dire, moi, j'étais jeune, j'ai regardé ça, ça m'a semblé normal. Et je vois ça, ça me semble inacceptable. Mais s'il n'y a pas une maman à côté de sa fille, un papa à côté de son fils pour dire ça n'est pas acceptable, et qu'on se retrouve avec des programmations, alors je sais que ce n'est pas passé à 20h30, c'est passé sur cette excellente plateforme France Télévisions, excellente plateforme Arte. Et c'est quoi les outils qui permettent aux générations futures de questionner ça? Voilà. Pardon, je suis un petit peu véhémente là-dessus parce que ça m'a vraiment agacée. C'est en complément? Non, pas du tout. D'accord, donc après. Qui veut répondre? Hein? Non, tu réponds pas, j'ai bien compris. Non, mais c'est bien d'exprimer une inquiétude, une interrogation. Ouais. Je te laisse te présenter, Fabienne. Ouais. Bonjour, Fabienne Sylvestre. Moi, j'ai 3 casquettes. Je dirige le Lab Femmes de Cinéma. Je suis cofondatrice du Festival des Arcs et j'étais aussi très impliquée dans le groupe Respect. Je voulais juste qu'on parle des festivals, qui est un point qu'on n'a pas abordé et qui est qui est un sujet de quand même aussi de la diffusion des films. Nous, on s'est retrouvés au Festival des Arcs à être un des seuls festivals, je crois, à décidé, parce qu'on aimait le film, à diffuser, je le jure. Donc on a, pour le coup, je reviens sur le sujet des comment on contextualise. On avait fait tout un travail, en fait, de... Nous, on avait décidé d'en parler, c'est-à-dire qu'on a dit, on prend le film, on l'aime. Bon, par ailleurs, il y avait eu de la prévention en amont, de la transparence quand il y a eu le signalement de faits de violence, il y a eu l'enquête, et derrière, on s'est dit, on l'accompagne. Donc, non mise en lumière du réalisateur et contextualisation. Vraiment, on a appliqué le protocole respect. En fait, ça a été un boulot de dingue. La vérité, c'est que c'est hyper complexe d'arriver à être juste sur ce sujet, et que quand on est à la direction artistique d'un festival, on reçoit beaucoup de films, et le plus simple eût été d'en prendre un autre. Oui. C'est-à-dire, c'est pas de dire on le prend pas, c'est juste on en prend un qui est plus facile, et de toute façon des films bien, il y en a, quoi. Donc c'est un vrai travail. On a voulu le faire parce qu'encore une fois, on trouvait que ce film était un film qui nous semblait important et qu'il fallait sauver aussi au regard du côté rapport à la victime aussi, et de pas lui faire porter le fait qui sortent pas, mais c'est un vrai boulot, et en vérité la simplicité c'est d'aller vers d'autres films. Donc une fois que j'ai dit ça, j'apporte pas de solution, mais je dis juste que on est dans le complexe, et moi je crois qu'il faut parler de ces sujets en amont. Et oui, ce que je voulais dire, c'est que le fait d'avoir contextualisé en amont a fait que en fait ça a mis une protection au film, et que derrière on a fait dans le communiqué de presse, dans tous nos programmes, on avait des petites astérix plus ou moins longues où on détaillait ce qui s'était passé, etc. On a fait, avant la projection du film, une intervention sur le sujet. Et après, qu'est-ce qui s'est passé? Il s'est passé que du coup, il n'y a pas eu de question du tout là-dessus. En fait, on a pu avoir un Q&A qui était sur le film. Et ça a été... On flippait, honnêtement. On n'était pas... c'était complexe, quoi. On savait qu'on était dans un truc qui était complexe, mais derrière, on a pu avoir un super bel échange, et c'est aussi une protection, je pense, que de contextualiser pour, derrière, sur des films qu'on défend, permettre un échange qui soit un échange juste, quoi. Et ça a été possible parce qu'il y a eu de la transparence, et c'est ce que tu nous... C'est un peu la différence entre... il se trouve que c'est le même distributeur, mais c'est la différence entre les amandiers, ce qui s'est passé sur les amandiers, et je le jure, alors entre-temps, peut-être Advitam a fait radicalement différemment, et les exploitants sur les amandiers se sont pris des réactions de spectateurs tardivement, qui sont revenus après, parce que nous-mêmes, nous n'avions pas l'information. Et en fait, pour les Je le jure, ça s'est passé exactement comme toi. Moi, j'ai programmé le film, j'ai communiqué, j'ai donné l'information, parce que je l'avais eu, et donc j'ai eu aucun problème, personne ne m'a demandé pourquoi je programmais ce film. Et ça nous permet justement de revenir ensuite au film, une fois que la transparence a prévalu.
Et sur les amandiers, ça a été plus difficile parce qu'il y a eu un déni total de la réalité des faits sur l'acteur principal. Exactement. Ouais. Et surtout qu'il y a eu des informations qui ont été cachées, ou en tout cas dont les annonces ont été délayées en fait. Donc nous-mêmes, on a appris ce qui s'était passé après avoir programmé le film. Et c'est en ça que c'est pas possible. Donc ça fait tout un sujet de l'affaire, et ça ne met pas en valeur la confiance ni la transparence qu'on peut avoir dans notre industrie. Et je trouve qu'il y a vraiment quelque chose qui a évolué en termes de prise de conscience dans nos industries, de la responsabilité qu'on a envers le public, et justement avec ce partage des informations. Il y a encore beaucoup de choses qui sont cachées, mais c'est tellement plus facile effectivement de passer à un autre film. Mais je pense que c'est l'occasion quand les choses ont bien été faites, c'est l'occasion de faire de la pédagogie pour montrer justement que l'idée c'est pas de censurer les films et de pas les sortir. C'est l'occasion de faire de l'éducation auprès du public, je trouve. Ce qui est intéressant sur les amandiers, c'est qu'en fait, je crois que c'est toi, Florence, qui a dit, je vais d'abord là, après je reviens vers toi, c'est toi, Florence, qui a dit, les VSS, elles peuvent intervenir à plein de moments, et ça peut être aussi des violences conjugales qui viennent entacher un film. Là, c'est notamment ce qui a pu se passer. Et l'année dernière, le Festival de Cannes a empêché, a demandé à, comment il s'appelle, Théo Mussi Navarro, merci Marion. Théo Mussi Navarro de ne pas venir au Festival de Cannes parce qu'il y avait, nous c'est une affaire qu'on a mis aux médias, 3 personnes qui l'accusaient de violence conjugale. Et on sait très bien que le viol conjugal et les violences conjugales, c'est pas de l'intime, c'est du politique, et qu'absolument il faut les ramener sur le débat. Question ici, je vous laisse vous mettre debout, vous présenter, bonjour. Bonjour tout le monde, je suis Mathis Grosot, je suis journaliste et créateur de contenu, et du coup moi je suis plutôt identifié jusque-là sur le spectacle vivant. Donc j'ai beaucoup travaillé en lien avec MeToo Théâtre pour éviter, moi en tant que journaliste et justement créateur de contenu, de donner du gaz en fait à des mecs qui sont des agresseurs. Et en fait, la difficulté que j'ai, c'est qu'il n'y a pas une liste qui circule comme ça en sous-main avec une liste de gens dont les noms ne sont pas encore sortis dans la presse, mais tout le monde le sait. C'est parce que tu n'adhères pas à MeToo Média, toi. En vrai, je suis hyper preneur, mais c'est un peu ma première question. C'est comment, moi qui suis même pas en bout de chaîne, mais qui suis après la chaîne quelque part, qui suis à même de donner ou pas de la lumière à quelque chose, je peux être mis au courant de ce qui se passe et de ce qui n'est pas avéré dans le sens où c'est pas sorti dans la presse, où il n'y a pas de procès en cours, etc. Et dans le théâtre, il y a une omerta qui a un niveau assez hallucinant. Et, voilà, genre des fois les gens tombent des nues sur des gens où moi ça me semble évident parce que ça fait des années que je travaille dedans, mais voilà, ça m'arrive régulièrement de sortir une vidéo et dans la foulée d'avoir un petit message de MeToo qui fait Coucou Mathis. Donc c'est un peu compliqué. Donc ça c'est ma première question. Et la deuxième, j'essaie d'aller très vite, désolé. Prends ton temps. C'est sur la question de... On parle beaucoup de comment moralement, quelque part, on peut réparer un peu le fait de diffuser tel film problématique, d'avoir un débat autour, etc. Et c'est intéressant. Ma question, c'est un peu matériellement, concrètement, économiquement. En fait, on donne quand même de l'argent. Si on diffuse J'accuse de Polanski et que derrière, il y a un débat, c'est cool qu'il y ait un débat. Ça permet peut-être à des gens d'être outillés, de discuter, etc. Mais fondamentalement, ils continuent à s'enrichir là-dessus. Ma question, c'est sur la question économique, qu'est-ce qu'on peut faire ? Très bonne, 2 très bonnes questions. Qui veut répondre? Tu te mets debout. Bonjour, je suis Victoria, je suis une des coordinatrices d'intimité certifiée France cette année. Et je voulais justement réagir à ce que tu venais de dire. Tout à l'heure, vous avez aussi parlé de réaiguiser les sujets, de réaiguiser son regard et son œil sur les sujets. Donc peut-être qu'il y a aussi maintenant quelque chose à ouvrir sur le côté de avec qui on va produire des films, avec quelle histoire on va mettre en avant et qu'est-ce qu'on va vouloir voir ou ne pas montrer. Même si on parle d'une violence sexuelle ou sexiste au cinéma, on peut la montrer de tellement de façons que voilà, il y a des films qui ont déjà été faits et il y a des films qui sont à faire. Et voilà, peut-être que c'est intéressant de donner un peu de sous économiquement à d'autres choses là-dessus. Alors, moi, je vais me permettre de répondre à la première partie de la question. En fait, je trouve que c'est la bonne démarche. MeToo Théâtre, qu'on connaît bien aussi, contacter MeToo Théâtre, contacter MeToo Média, contacter 50-50, c'est vrai d'avoir ta petite liste de numéros en disant « Je suis en train de préparer un numéro sur Harry Habitant, bip !» Non, mais, ou sur des noms que nous, on connaît et qui sortiront peut-être jamais, effectivement. Et merci de faire ce travail-là. Mais c'est vrai que c'est au contact, je pense, des collectifs et des syndicats. Il faut que tu aies des copains, des copines un peu partout. Et nous, c'est souvent que les journalistes nous appellent en disant « Je suis en train de préparer un numéro, est-ce que j'ai raison ?» Et on dit « Oui, vas-y. » Pour se condenser, c'est safe, ou alors tu fais demi-tour immédiatement. Et voilà, on source tout ce qu'on dit, mais merci de faire ce travail-là en tout cas. Et qui veut répondre sur la deuxième question alors ?
Tac, tac, Manuel. Non, il y a une formation qu'on n'a pas encore faite. Comme ça, on se donne des idées. Toutes celles et ceux qui lisent les scénarios. Donc, on en parle ? Allez, on en parle. À France Télévisions, moi je lis une centaine de scénarios par an. Il y a une équipe, on a des lecteurs externes pour nous aider aussi dans la lecture. Toutes celles et ceux dont le job est de lire des scénarios ont besoin en fait d'avoir une explicitation de ce qu'ils sont en train de lire ou de ce qu'ils devraient lire et qu'ils ne lisent pas. Par exemple, les scènes d'amour, les scènes d'intimité, historiquement, elles étaient rarement décrites comme elles vont être filmées, voire elles ne sont pas décrites du tout. Et donc, on ne fait que reporter le problème. On a eu le cas sur le film de Catherine Corsini, qui était à Cannes il y a 3 ans, une coproduction France Télé. Du coup, je suis allé regarder le scénario sur lequel on s'était engagé. C'était pas écrit ce qui a été filmé. Je dis pas qu'elle a triché ou quoi que ce soit, c'est pas ça, c'est juste traditionnellement, ces scènes ne sont pas décrites. Bon, et si on ne forme pas les lecteurs, les lectrices de scénarios à ces points de vigilance, on n'y arrivera pas. Et sur l'histoire de l'argent, plus on parle, non pas des films abîmés, mais des personnes entachées ou abîmées, plus on fait baisser leur cote. Dans le cadre du groupe Respect, quand j'ai été auditionné, il y avait un agent qui m'a posé la question mais alors tu ne voudras plus qu'il y ait tel acteur dans tel film? J'ai dit non, c'est pas ça que je dis. Je dis juste, j'espère qu'il ne pense pas être un atout pour le film. Bon, l'agent, il n'était pas très content parce que ça veut dire qu'il va coûter moins cher, il va le vendre moins cher. Mais c'est en prenant les gens justement par l'argent, par la sanction financière, oui, votre film nous pose un sujet d'image. Votre talent nous pose un sujet d'image. Il peut tourner, mais il ne peut pas en plus dire je vaux cher. Voilà. Donc c'est peut-être pas, je réponds peut-être imparfaitement à votre question, mais les œuvres, c'est quand même des projets collectifs. On ne peut pas punir tout le monde. En revanche, on peut rééquilibrer la valeur économique de certains et certaines dans la chaîne de valeur. Voilà. Et le fait d'en parler, d'en discuter autant, ça permet de réfléchir sur cette dynamique de pouvoir sur les tournages qu'il y a et cette verticalité-là. Effectivement, comme tu dis, le fait qu'on se dise que nous, on a beaucoup réfléchi aussi économiquement à comment essayer de créer des malus, comment essayer de travailler avec les assurances. On est parti voir du côté des Anglais, qui, par exemple, aux États-Unis, on peut arrêter un film parce que les assurances vont payer pour l'annulation. Mais effectivement, le fait qu'en France, pour l'instant, il n'y ait pas encore tant de protection économique sur le fait que c'est pour ça que les films ne s'arrêtent pas, parce qu'en fait on peut pas les arrêter parce que puis en France il faut qu'il y ait une plainte de déposer. Les victimes, c'est pas toujours les victimes qui déposent plainte en fait. Absolument. Mais l'idée de ce qu'on croit, ce qui est vertueux dans tout ce qu'on fait dans cette discussion là, c'est que toutes ces sanctions qui peuvent en devenir, ou toutes ces conséquences-là, permettent doucement, petit à petit, de changer les mentalités, de changer de paradigme, et qu'effectivement que les acteurs ou les personnes qui ont du pouvoir sur les tournages se rendent compte que leur cote va descendre, et que parce que ces faits-là vont être de plus en plus mis en lumière, je trouve. Clémentine, tu voulais intervenir, et Nadia, j'arrive vers toi. Oui, quand on parlait de responsabilité collective, je sais, pour avoir échangé avec un certain nombre de comédiennes, qu'en fait, elles m'ont toutes dit qu'à chaque fois, leurs agents leur disaient « Non, mais ne parle pas » quand elles ont subi, donc plutôt là des cas d'agression sexuelle. Et en fait, justement, les instances de prévention, elles sont aussi là pour qu'on gère les choses et qu'on évite d'arriver au stade où on a besoin d'avoir à téléphoner aux associations qui recueillent la parole des victimes pour savoir qui est problématique. Là où en fait, si on n'avait pas mis tout sous le tapis, ça pourrait ne pas exploser en différé. Et donc vraiment pour toutes les personnes qui travaillent au stade de la production, pré-production, production, post-production, saisissez-vous vraiment des questions de prévention pour ne surtout pas risquer. En fait, peut-être que le film il est pas
abîmé sur le moment, mais s'il est abîmé a posteriori, c'est tout aussi terrible. Ça crée de la déception, ça crée de la défiance, ça alimente justement tout ce qu'on redoute avec les potentiels arrivées d'extrême droite qui n'attendent que ça, de pouvoir taper sur le cinéma et essentiellement le cinéma indépendant. Et par ailleurs, j'en parlais il y a 2 jours dans une autre table ronde. En fait, on a tout le temps dans les génériques de fin des films, aucun animal n'a été maltraité pendant ce tournage. Et à quand aucun être humain n'a été maltraité pendant ce tournage? Enfin, vraiment, c'est une question, et ça permettra peut-être aussi de libérer les diffuseurs, les exploitants et exploitantes de ces questions de qu'est-ce qu'on va faire, parce qu'en fait là, voilà. Et vraiment, moi, j'attends impatiemment cette mention un jour comme ça qui apparaîtra sur un générique. Mais Manuel Aldu a raison quand il dit qu'il faut que ça vienne la pression de l'extérieur. La cause animale, elle s'est fait entendre de l'extérieur. Elle a forcé les producteurs, les diffuseurs à faire attention aux animaux. L'écologie a réussi aussi à imposer son label, à se faire entendre de l'extérieur. Et nous, en fait, c'est ça qu'on est en train de faire. C'est de pousser tous ensemble pour que les VHMSS soient considérés en faisant comprendre le risque en termes d'image et en termes financiers sur le programme, quoi. Et là, on le sent très fort sur les tournages que les équipes de films en fait ne supportent plus d'être en état de dissonance cognitive entre je travaille pour un film qui a un super propos mais je me fais maltraiter au quotidien. En fait, ça passe plus. Malheureusement, les premières victimes de ça sera les films précaires. Parce que justement, c'est là où on va avoir le plus de tensions financières, le plus de sacrifices faits, et finalement, c'est là où, ça va être les premiers touchés. Mais le fait est que, en fait, cette question concerne malgré tout, et peu importe qu'on soit précaire ou pas, on a les mêmes responsabilités et obligations. C'est terrible que ça touche ces films-là en priorité, mais néanmoins, les responsabilités, elles ne changent pas. Il y avait Mathie qui voulait intervenir. Alors, attends. D'abord, Nadia. Après, qui c'est qui veut intervenir après? Tac, ok, j'ai vu. Je suis un peu à contre-temps, mais en fait, tout à l'heure, on parlait de la contextualisation de l'œuvre. Et on a dit la contextualisation, elle est importante, et je pense qu'on en est tous d'accord, parce qu'elle permet au public de faire un choix. Il y a autre chose qu'on n'a pas évoqué, c'est d'une part la victime, le fait de ne pas sélectionner le film, de le mettre de côté, c'est une autre manière de rendre les choses, de mettre les choses sous le tapis. En fait, c'est une nouvelle violence à la victime. Et il y a encore un autre argument qui va en faveur de la mise en contexte de l'œuvre et pas de son effacement, c'est le fait que la personne qui est mise en cause sait qu'elle a été flashée, entre guillemets, que c'est sur la place publique et que ça permet aussi à ceux qui vont travailler avec lui ou avec elle de le faire en connaissance de cause et de mettre en place un protocole de prévention, puisque quand on est alerté, c'est là qu'on va encore plus être vigilant. Donc je pense que c'est tous ces éléments qu'il faut mettre dans la balance. Certes, diffuser un film sur lequel il y a une violence, c'est une violence pour la victime, mais ça peut être aussi une réparation et peut-être préserver, on l'espère, d'autres victimes futures. Merci beaucoup. J'avais juste une question pour réagir. Qui tu es ? Oui, Mathie Menzi du collectif 50-50, je fais partie de l'équipe salariée. Je voulais juste poser une question pour réagir à ce que vous venez de dire. Tu as parlé justement pour le sujet de l'écologie, de la question de pression extérieure, mais cette pression extérieure aussi, elle se fait parce qu'il y a des porte-voix, des ambassadeurs, des ambassadrices, et comment ne pas faire reporter tout le poids à ces personnes-là. Parce qu'à chaque vague MeToo, on a attendu qu'il y ait quelqu'un, Adèle Haenel, Judith Godrèche, et en fait, qui porte un peu seul. C'est toujours les mêmes. Hein. Oui, c'est toujours les mêmes, voilà, exactement. Où est toujours les victimes, et qui après, en plus de ça, ont des difficultés pour travailler. Donc comment aussi on pourrait faire en sorte que d'autres puissent s'associer à la parole. Je sais que votre rôle, il est primordial parce qu'en fait, vous représentez aussi des victimes qui ne parlent pas. Donc voilà, comment on fait en sorte que cette charge-là ne repose pas uniquement sur les victimes et sur d'autres paroles. Sur d'autres personnes. C'est très intéressant. Je ne sais pas si vous avez vu, suite à la commission d'enquête sur les violences sexistes et sexuelles, il y a une proposition de loi qui est sortie il y a 3 jours
Erwan Balanan et Sandrine Rousseau ont fait une conférence de presse il y a 3 jours. Sandrine Rousseau était avec nous hier à Cannes. On a organisé un débat autour de ces 1 an de la commission d'enquête et cette proposition de loi. Et c'est tout le principe de la PPL, c'est-à-dire que ça repose sur les institutions et sur les structures. D'arrêter d'alléger le poids des victimes. Il y a 19 points de loi, mais ils sont tous faits pour ça. C'est que les structures prennent leurs responsabilités. Et c'est marrant parce qu'on a parlé des agents tout à l'heure, et il y a un point sur les agents en disant maintenant vous allez arrêter de jouer les carpettes, de mettre tout ça sous le tapis, maintenant vous allez être responsable, si la loi elle passe, il y a un point, c'est les agents sont maintenant responsables juridiquement et de leur talent. Alors que jusqu'ici, je ne sais plus qui a dit ça, on leur dit tu te tais, tu te dis rien, tu fais la belle, tu souris, tu mets des talons et au combat. Ça ne va plus être ça. Ils vont être obligés de gérer leur talent sur ce point-là aussi, ça les responsabilise un sacré coup. Il y a certains agents et agentes, je pense qu'on a tous les mêmes noms en tête, ils ne sont pas du tout contents. Ils ne sont pas du tout contents parce qu'ils ne sont pas du tout VHMSS friendly, quoi. Alors, j'avais ici, et après j'arrive. Sur la PPL ? La responsabilité des agents, mais c'est sur quel fondement ? C'est pas les employeurs, hein. C'est technique ce que je pose, mais sur quel fondement ? Je te donne le mail de Sandrine Rousseau. Elle te répondra. Non, mais moi j'adorerais que ça soit vrai, mais... D'accord. Alors, question ici. Alors, bonjour à tous, je suis Daniela Scalia, je suis productrice, réalisatrice, actrice, mais je suis aussi une athlète. Donc, pour moi, l'éthique dont on parlait avant et l'inclusion, la diversité, ce sont quelque chose qui sont dans mon sang, de debout. Je suis aussi quelqu'un qui a subi des harcèlements à des différents niveaux parce que j'étais journaliste à la télé italienne. Ah, bienvenue. Oui, d'accord, merci. Et là, c'est plutôt une réflexion, ce que je veux porter, parce que c'est une expérience que je viens de faire ici, ça fait 3 jours. Moi, j'ai fait des programmes et des workshops sur la prévention de la violence de genre, que pour moi, c'est homme-femme et femme-homme. C'est 50-50 encore. D'accord? Donc, j'ai offert un de ces workshops à une collectif féminine ici. Et moi, je le fais avec mon collègue qui est un professeur de psychologie et c'est un ancien rugbyman. Et donc, vous pouvez imaginer, il a le physique du rôle, même s'il est très sèche parce qu'il a la maladie de Crohn. Et à un bon moment, là, il y avait les participants étaient tous très engagés, mais les organisatrices, elles n'étaient pas à l'aise. Parce qu'il y avait un homme qui parlait très franchement. Et donc, là, je me suis posé une question. À un bon moment, ils lui ont dit « faut que vous partez ». Et là, je me suis demandé si quelquefois c'est pas d'être trop commode dans le rôle de victime ou mieux de dire bon, on est féministe, on reste dans notre camp, on veut prendre plus d'espace et on protège notre niche et les hommes ils doivent rester dehors. Parce que là c'était gênant ce qui s'est passé. Parce que c'était quelque chose qu'on faisait ensemble, c'était quelque chose de physique, mais... C'est quoi le rapport avec les programmes abîmés ? C'est juste si c'est quelque chose qui vous arrive dans le contexte des victimes. Il y a des victimes qui ne parlent pas, et pour moi, ce sont des hommes aussi qui ne parlent pas. Et s'il y a une sorte de mode que vous avez constaté sur le MeToo, sur le fait que c'est facile d'être victime maintenant, ou que peut être plus facile d'être victime maintenant. C'est une question, c'est ça ? Oui, c'est quelque chose qui m'est arrivé, qui m'a vraiment gênée. D'accord. Et donc, je me demande si le fait de dire « moi je subis ça, moi je subis ça, moi je subis ça », si on tente à donner plus d'attention aux victimes maintenant. Qui veut répondre ? Tu veux répondre ? Et j'arrive après. Alors, il y a des gens qui se revendiquent féministes et qui le sont pas forcément. Donc voilà, je pense que, enfin, en tout cas,
du côté du collectif 50-50 ou de l'ensemble des personnes qui ont pris la parole ici, j'ai l'impression que personne n'a émis l'idée d'exclure les hommes des discussions autour de ces questions. Par contre, je pense qu'on peut pas du tout dire que c'est facile d'être victime. Enfin, aucune victime ne pourra jamais dire que c'est facile. Et je pense que c'est plus facile d'être entendu. Voilà, c'est peut-être. Et la seule chose qui peut avoir éventuellement changé, c'est que maintenant, certaines victimes, voilà, effectivement, ont la possibilité d'avoir des personnes qui vont leur dire je suis désolée, c'est horrible ce qui t'est arrivé, c'est injuste, ça aurait pas dû se passer comme ça. Mais facile, non, je crois pas, parce que, enfin, en tout cas. Au quotidien, on reçoit des signalements qui sont des signalements très très douloureux et enfin qui sont très douloureux pour les victimes. Et c'est ça la plus voilà. Après nous toutes a choisi de ne pas avoir d'hommes. Nous MeToo Média, on a 20% d'hommes et on a 20% d'hommes qui sont certains victimes dans le MeToo garçon. Beaucoup de garçons qui ont été victimes dans des cœurs d'enfants. Et après, nous, notre baseline, c'est il faut passer de MeToo à WeToo. C'est-à-dire, moi, je suis victime, j'ai libéré ma parole, à WeToo. Toi, tu n'es pas victime. Ne regarde pas, c'est pas grave. Toi, tu n'es pas victime, mais tu participes au combat quand même, parce que statistiquement, vu qu'une femme sur deux dans le monde est atteinte, statistiquement, tu connais autour de toi quelqu'un qui a été au moins harcelé, agressé ou violé. Donc après, bon, voilà, c'est... merci Clémentine pour ta réponse. Bonjour. Bonjour, voilà, moi je m'appelle Stella, je suis assistante caméra, donc je bosse plutôt dans le moment peut-être problématique par moment. Je bosse d'ailleurs pour vous très loin dans la chaîne de temps en temps. Et je suis aussi, je fais partie du collectif, de l'association AOA qui rassemble les assistants opérateurs associés du coup. Et de la branche qui s'occupe des violences sexistes et sexuelles et le harcèlement moral dans cette association. Je voulais réagir à ce que vous avez dit tout à l'heure par rapport aux hommages qui sont présentés. Je suis peut-être un peu critique là-dessus parce que j'ai parfois du mal à faire la différence entre mon militantisme et mon engagement un peu professionnel. Donc voilà, c'est peut-être à la limite de ce qu'il ne faut pas dire. Mais j'ai un peu du mal dans le fait qu'on puisse, c'est bien de pouvoir mettre un contexte, mettons pour Brigitte Bardot, de ce qu'elle a été dans sa vie, etc. Mais pour moi, c'est vrai que ça me gêne un petit peu qu'il y ait autant d'appui parfois qui soit fait sur des personnalités comme ça qui ont été autrefois un peu problématiques. Et du fait qu'elle soit décédée, on les encense, on en parle. Et ça me gêne un peu dans le sens où on dit il faut séparer l'homme ou la femme de l'artiste. Et dans ce fait-là, j'ai l'impression que parfois, ça n'est pas fait. Et j'ose espérer que si Gérard Depardieu meurt demain, un immense hommage ne lui soit pas fait. Enfin, je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire, j'ai un peu du mal à m'exprimer. C'est très bien, non, tu le dis très bien. Voilà. Non, on te comprend très très bien, c'est là, pas de souci. Il va se passer quoi à la mort de Gérard Depardieu chez France Télévisions ? C'est hyper intéressant ce que dit Stella, franchement. Allez, bon courage. C'est un micro pour que je réponde. Il y aura un débat en interne, en fait. Le problème, c'est qu'on n'est pas toutes et tous alignés sur le sujet. Moi, je peux juste témoigner de l'évolution, en fait, de notre côté, entre les hommages qu'on faisait en 2021, en sortie de Covid, au moment où j'ai rejoint France Télé, et les plus récents. Par exemple, je vous en citais un qui était intermédiaire quand Blier est décédé il y a un an, janvier. Un an, ouais. Bon, c'est quand même le réalisateur des Valseuses, etc. C'était avant le livre de Anouk Grimbert. On s'est posé la question, est-ce qu'on fait un hommage ? Alors, si on ne fait pas un hommage, on va avoir tous les cinéphiles endurcis d'un certain âge souvent qui vont dire c'est scandaleux, vous êtes le service public, vous ne pouvez pas ne pas célébrer ce grand réalisateur. Bon, et donc, qu'est-ce qu'on a fait ? On ne l'a pas fait à chaud. On a fait une soirée avec 2 films à lui. Et on m'a demandé d'aller dans le JT pour dire quand même que c'était un macho. Et c'est tombé sur moi parce que personne d'autre dans le métier voulait le dire.
Non, mais c'est un sujet, hein, c'est qu'en fait, notre secteur, hein, là je reviens juste sur le cinéma, n'est pas aligné. On n'est pas tous, enfin vous le savez bien, mais donc voilà. Donc je sais pas. Sur Depardieu, j'ai suggéré qu'on rediffuse le complément d'enquête. Je suis pas sûr d'être suivi sur cette recommandation. On va terminer ici, ça va être l'heure, mais ceux qui veulent aller boire un verre ensemble. Fabienne, tu voulais dire un petit truc avant ? Attends, le micro. Non, je voulais juste dire que je trouve que quand même, 2020, j'accuse les Césars, la mise, en valeur du réalisateur, meilleur film, meilleure réalisation. C'est il y a juste 6 ans. J'ai envie de finir sur un truc un peu positif, t'allais sûrement le faire, mais on a fait un chemin immense. C'est aussi un chemin qu'on a fait parce qu'on le fait tous. Hier, c'était Marine Longuet qui utilisait l'image du millefeuille, mais c'est ça, quoi. Elle est formatrice à l'atelier Marcel. Elle forme des référents VSS sur les tournages et elle fait les formations de 48 heures sur les tournages. Ouais, et ça inclut les hommes, avec la nécessité aussi d'avoir des hommes qui soient alliés. On a fait un atelier avec 50-50 aussi, le lab là-dessus, avec une 40aine d'hommes qui étaient dedans. Donc moi, je trouve qu'il faut quand même rendre hommage au boulot qu'on a fait, mais qui est aussi lié à le boulot de 50-50, le boulot de toutes les assos. Et je pense que les choses, elles bougent quand il y a les assos, qu'il y a les institutionnels, qu'il y a la presse qui relaie, qu'il y a les techniciens, les professionnels qui s'y mettent. En fait, c'est tous ensemble. Moi, le seul truc, c'est en effet de contextualiser par rapport au risque de l'année prochaine, c'est sûr, et à la montée de l'obscurantisme global. Et donc ça, c'est quand même un gros sujet. Et puis après, c'est aussi le deuxième risque que je vois, c'est qu'on soit dans nos bulles. Je pense que là, en fait, tous les gens qui sont là aujourd'hui, on est tous des convaincus. Et on est tous des gens qui sont sensibilisés, parce qu'à la fin, ça bouge quand il y a de la sensibilisation, quand on réfléchit. C'est ce que tu disais tout à l'heure, Manuel, quoi. C'est-à-dire que vous êtes plusieurs générations, vous allez réfléchir à un sujet. Derrière, peut-être que la décision qui sera prise, elle sera pas parfaite, mais en tout cas, on se sera posé les questions. C'est comme au festival, quand on se dit, on va pas faire des quotas, mais quand même, on va toujours avoir en tête le fait de visibiliser les femmes et d'avoir, donc le sujet, c'est de continuer sur notre chemin, de pas avoir peur de faire des erreurs, de continuer à mettre de l'énergie là-dessus, et en même temps d'essayer de parler, et c'est dur, et franchement, je le dis pas pour moi-même aussi, mais à des gens qui sont pas convaincus de ça, et d'aller les toucher, quoi. Donc, je vais prendre la suite de ce que tu dis. Vous avez remarqué qu'on se tutoie dans ce débat, parce qu'on se connaît, parce qu'on travaille ensemble. Il y a quelque chose de collectif qui est en train de monter d'année en année. C'est vraiment là-dessus que je voulais terminer. Nous, MeToo Média, on n'a que 5 ans. On est tout petit par rapport à 50-50. Mais on essaie de participer à notre niveau à ça, avec notamment on est très doués pour organiser des apéros. Et on a une présidente de la Com Event qui est derrière, là, qui est en train de me dire je sais pas quoi d'ailleurs, Caroline Barrel, qui organise ces apéros, et notamment il y a un apéro qui s'appelle la sororité, où on invite toutes les associations sœurs, tous les syndicats qui travaillent. On a les guildes, comme la guilde des scénaristes qui viennent, et c'est important de boire des coups ensemble, de discuter et de voir comment on travaille ensemble. Après, on a des rendez-vous plus formels, bien sûr, d'essayer de se mettre ensemble. Et je vous invite tous... Oui, c'est ça. Alors, je vous invite tous le 6 novembre au Théâtre de la Concorde à Paris pour la 2e édition des prix MeToo Média, qui est quelque chose de très positif aussi, où on a donc un jury qui va remettre des prix, le prix du meilleur, sur les VHMSS, le prix du meilleur livre qui traite ce sujet-là, du meilleur reportage audiovisuel, du meilleur podcast, de la meilleure série, fiction en tout cas, la meilleure pièce de théâtre ou stand-up, meilleur article de presse, meilleur article de presse de sport. On fait ça en partenariat avec Femmes journalistes de sport. L'année dernière, on avait, c'était Suzanne qui avait ouvert l'événement avec J'accuse, on avait Jeanne Chéral qui était là, Alex Lutz qui a fait un discours incroyable, c'était Julia Foss, la présidente du jury. Cette année, c'est le 6 novembre au Théâtre de la Concorde, il y a 600 places, c'est gratos, donc franchement, venez. Et c'est une manière de se mettre ensemble. Voilà, de créer des événements, du festif aussi, et puis de créer ces tables rondes, comme on a pu créer aujourd'hui. Je voudrais vraiment vous remercier tous les 3, tous les 4. Je voudrais remercier chez 50-50 Fanny de Casimaker, Louise Roussel et toi, Florence Tissot, qui ont monté tout ça. Je voudrais remercier Caroline Barrel et Marion Banos, qui s'occupe des victimes chez MeToo Média, pour l'organisation de cette table ronde. Et vraiment, je voudrais qu'on vous applaudisse et qu'on nous applaudisse collectivement.
C'était moins bien que la standing ovation pour Judith Godrèche hier. Hein.